Bonjour chers amis et bienvenue à cette autre édition de Bonne Semaine. Je vous rappelle que nous sommes le 27 mai 2024. Alors donc on y va comme d'habitude dans l'ordre de nos séquences si vous préférez. D'abord évidemment la fameuse devinette. En grand cadeau, en grand spécial, en réduction, tiens. Cette semaine je vous en fais une. Pas facile, très facile. Alors je cherche un mot commençant par la lettre E. Et déjà là, un petit cadeau additionnel. Ce n'est pas juste le E, c'est le E avec l'accent aigu. E, accent aigu. Et ça désigne une danseuse de classe internationale ou encore une danseuse vedette. Et encore, je rajoute un dernier indice, dans le domaine du ballet classique. Je vous laisse réfléchir si vous avez vraiment besoin de réflexion et je vous reviens dans quelques minutes pour vous donner la réponse. Arrivons-en maintenant aux éphémérides. Alors, cette semaine, je vous fais un 2 pour 1. Je vais vous présenter deux événements qui ont eu lieu un 27 mai. Le premier, sur le plan, et le plus ancien des deux, sur le plan technique, l'invention d'un appareil. Et pas n'importe quel appareil. Le jukebox. Le 27 mai 1890, deux scientifiques, Louis Glass et William Arnold, obtiennent un brevet pour leur invention du premier jukebox. D'ailleurs, leur appareil a été littéralement inventé et fonctionnel à compter du 23 novembre 1889. Et c'est plus tard, évidemment, mais quand même relativement tôt, moins d'un an plus tard, ils ont obtenu ce fameux brevet qui leur a permis de produire et de vendre ces appareils. Et le premier appareil qui a été distribué et vendu, c'était vendu dans un restaurant de Californie. Et on a calculé qu'en dedans de 6 mois, il avait déjà fait 1000$ de revenus. Alors, essayez d'imaginer pour ce qui va suivre le nombre incalculable qui se sont multipliés de ces appareils un peu partout dans le monde et avec la popularité, évidemment, les revenus qui sont arrivés dans les poches directement ou indirectement de ces inventeurs. Mais ça a permis aussi de changer la vie des citoyens. On allait dans un petit restaurant. À l'époque, il n'y avait pas de grands restaurants et tout ça. C'était plutôt un restaurant snack-bar et tout. Les jeunes se réunissaient pour prendre un Coca-Cola ou des boissons très, très légères comme ça. Et puis là, évidemment, on écoutait de la musique. Alors on avait accès à, dans ces appareils, on pouvait avoir une cinquantaine de disques et plus de chansons possibles. Et on déposait comme ça des pièces. Et puis, les disques tournaient, je me souviens très bien, dans cet appareil, ce grand appareil, c'est le grand appareil qui est apparu en premier, tournait et on choisissait et on faisait entendre. Et vous pouviez en mettre plusieurs, même en payer à l'avance, et là, ça jouait les uns après les autres. Et puis, il y a eu le surfin, n'est-ce pas? Ce petit appareil qui était relié à un plus grand, mais qui était disposé déjà sur les tables du restaurant. Donc, on avait simplement à déposer la pièce, choisir sa musique, n'est-ce pas? Et attendre son tour, parce qu'il y avait plusieurs de ces appareils sur les tables. Et là, il se peut très bien que d'autres personnes aient déjà choisi des. Alors là, on attendait notre. Mais entre-temps, on écoutait la musique que les autres avaient choisie, ce qui n'était pas mauvais aussi, pour le peu de montant de quelques cents qu'on mettait dans ces appareils. Le jukebox, donc, venait de, non pas révolutionner, mais d'améliorer considérablement les sorties au restaurant. Deuxième, je vous ai promis deux événements du 27 mai. Le deuxième, il faut aller pratiquement un siècle plus tard. Alors, nous sommes le 27 mai toujours, bien sûr, mais cette fois-ci en 1984. Et nous assistons à l'inauguration de la centrale hydroélectrique LG4, qui est la phase finale des travaux du fameux complexe de la Grande, d'où l'appellation LG. Et cette
construction de barrage a été excessivement importante. Elle réussissait, et elle réussit toujours à produire 2 millions et 2 600 000 kWh par année, suffisant pour fournir toute la grande région de Québec, le Saguenay et le lac Saint-Jean. C'est pas rien, n'est-ce pas? Et pour lancer cette inauguration, évidemment, a été présent le premier ministre de l'époque, René Lévesque. Et René Lévesque avait invité à titre de politesse à cette inauguration à ce grand premier ministre qui a inauguré les travaux hydroélectriques, ou en tout cas les a accélérés de façon considérable dans le Grand Nord québécois, c'est-à-dire notre ami Bourassa. Et Bourassa n'est pas venu assister à cette inauguration parce que l'évêque avait dit « Nous allons mettre maintenant la pédale douce sur la production de barrages hydroélectriques. » Et pour Bourassa, lui, quand il a lancé ses grands projets, il voyait beaucoup plus loin et prévoyait une construction vraiment massive de barrages un peu partout au Québec pour augmenter de façon considérable la production. Donc, parce qu'il n'était pas d'accord avec l'avenir de l'hydroélectricité, il ne s'est pas présenté à cette inauguration. Mais c'était réalisé, c'était fait, et on en profite toujours, ce qui nous permet d'avoir et de disposer au Québec de l'électricité en bonne quantité et à bon prix. Alors voilà un autre événement important survenu le 27 mai. Et là, je vais fouiller de plus en plus profondément au fur et à mesure que les émissions défilent, n'est-ce pas, dans ma boîte de photos. Et je vous présente encore maintenant, aujourd'hui, 3 photos. La première a été prise en France, quelque part, dans un château plus ou moins en ruine. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on va visiter un château et là, on apporte attention à toutes les pièces, tous les artefacts qu'on peut trouver dans le château, etc., etc., l'architecture et tout. Puis très souvent, on oublie de regarder dehors, de regarder le paysage à travers des créneaux, à travers des fenêtres percées dans le roc. Et souvent de fois, le plus beau est à l'extérieur. Ben, c'est le cas ici. Quand je dis le plus beau est à l'extérieur, c'est la nature, bien sûr, mais ça n'enlève rien à la beauté du château en question. Alors, c'est ce que, dans cette photo, c'est ce que j'essayais de faire, c'est de montrer la vue de l'intérieur d'un château sur le paysage, une région avec sa petite rivière charmante. Nous sommes en campagne française. Voilà. Deuxième photo. Je ne suis pas sûr de l'endroit où je l'ai prise, cette photo. Mais chose certaine, c'est que c'est une belle fontaine. Elle est bien placée, bien cadrée comme image. Vous avez la verdure, les arbres derrière, en arrière-fond, c'est le cas de le dire. Et puis ces jets d'eau, n'est-ce pas, avec au centre une sculpture. Bon, j'espère, parce que moi je le vois tout fait, tout petit, mais je pense que c'est une sculpture. C'est une décoration en tout cas, au centre. Et je trouve que l'objet, l'ensemble, il est bien cadré et est harmonisé. Voilà. Et la dernière, c'est une œuvre d'art qui m'a toujours marqué. Ça s'appelle Maman. Et moi, j'ai toujours l'appelé l'araignée. Parce qu'il s'agit vraiment d'une araignée avec ses immenses pattes comme ça, qui se déploient et qui viennent se reposer par terre. Et elle a, je dis elle, c'est Madame Louise Bourgeois, une artiste française, l'a intitulé Maman en l'honneur de sa mère. Bon, c'est bizarre parce que c'est pas moi le sentiment que j'avais eu, c'est-à-dire le sentiment de maternité quand on voit cette sculpture. Elle a quelque chose effectivement d'envoûtant. Et d'ailleurs, on se promène à l'intérieur des pattes comme ça et tu as l'impression effectivement d'être un peu protégé. Et puis, c'est vraiment, on le devine très bien, que c'est une femelle araignée. Dans la partie du haut, dans le corps de l'araignée, il y a des pierres rondes. Ce sont les œufs de l'araignée. Alors, cette pièce-là, qui est monumentale, là, est super impressionnante. Mais là, j'ai fait des recherches sur l'intention de l'artiste.
Pourquoi l'a-t-elle appelée maman? Pour elle, elle disait que c'est un hommage à sa mère qui faisait beaucoup de tissage. On ne sait pas si elle était tisserande de métier, mais elle faisait beaucoup de tissage. Et c'était un rappel sur le thème du tisserand, de l'araignée qui tisse, n'est-ce pas, sa toile. Donc une œuvre majeure qu'on retrouve, moi je l'ai découverte à l'ouverture du musée d'art de Shawinigan. On avait organisé pour l'ouverture une immense exposition et il y avait cette œuvre-là qui, évidemment, volait la vedette à beaucoup d'autres œuvres. Par la suite, on l'a transportée et elle est encore au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa, dans la cour principale qui donne sur l'entrée. Et puis, j'ai découvert qu'elle n'était pas seule, cette araignée-là. Il y en avait deux autres. Là où j'ai été surpris, c'est que je l'ai revue, j'allais dire des copies, non, une des productions d'araignées, je l'ai retrouvée à l'Ermitage Saint-Pétersbourg en Russie. Et puis là, je viens de lire qu'il y en a une troisième. Finalement, il n'y en a que trois, mais il y en a une troisième au Tate Museum de Londres. Alors donc, voilà cette œuvre qui n'est pas banale et qui ne passe pas inaperçue, évidemment, vous comprenez bien, dans le décor. Voilà pour mes photos. Je vous promets à chaque semaine un mot d'esprit. Pas nécessairement un mot génial, mais quelque chose qui fait sourire. Celui-ci, il vient d'Alexandre Vialat et qui dit « Sauf erreur, je ne me trompe jamais ». Alors, voyez, la vérité et son contraire dans la même phrase, là. Sauf erreur, je ne me trompe jamais. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, mais juste avant, un retour sur la devinette. Alors, la réponse, d'abord, on se rappelle la devinette. Il s'agissait de, on dit, commençant par « et », 6 lettres, une danseuse de ballet, on dit une danseuse étoile. Une danseuse étoile. Alors voilà, vous avez tout le contenu de cette émission. Nous arrivons au terme et au moment de se dire au revoir, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, passez une bonne semaine. Allez, au revoir.